Comment est née la saison 2 de la légende de Korra? D'accord, mais moi, j'en ai absolument rien à battre d'une nouvelle saison de Danny Phantom ou du Dernier Maître de l'Air. Donnez-moi Mes parrains sont magiques, saison 37, pour mercredi, sinon même l'assurance chômage ne voudra plus de vous. Une seconde. Entrez. Bonjour. Ah oui, mon rendez-vous. Donc, bonjour, vous vous appelez Michael Dante Di Martino. Eh bien, bonjour, monsieur Di Martino. Et aussi, je m'appelle Brian Konietzko. Vous êtes deux personnes différentes dans le même corps? On n'avait pas de budget pour deux acteurs différents. Ah oui, c'est embêtant. Alors là, vous avez absolument aucune idée. Je suis pas allé aux toilettes tout seul depuis 2005. Bref, vous aviez des questions par rapport à notre dernière série? Oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Alors, Amon, Republic City, la maîtrise du sang mental, tout ça, c'était excellent. Bon, content que vous l'appréciez. J'adore l'idée, j'aime beaucoup la forme qui est en train de prendre la saison et j'ai très hâte de voir la suite dans la saison 2. Alors par contre, on n'a pas prévu de deuxième saison. On a écrit la saison 1 comme une mini-série, donc il n'y a pas de suite. Nope, plus maintenant. Moi, ce que je veux, c'est 26 épisodes, donc vous allez m'en produire 14 de plus. C'est-à-dire que quand t'écris une mini-série, l'idéal, c'est de finir le développement avant la fin de la mini-série. Donc, est-ce qu'il reste vraiment grand-chose à raconter avec les personnages et tout? C'est pas grave, dans la saison 2, on peut repartir de zéro, faire régresser des personnages pour qu'ils puissent peut-être réapprendre les mêmes leçons, voire les faire partir dans une direction totalement différente. Monsieur, avez-vous prévu aller travailler chez Marvel Studios entre 2020 et 2024? C'est pas dans mes projets, pourquoi? Juste un pressentiment. Écoutez, moi ce que je veux, c'est une suite où le monde des esprits s'ouvre, où le lore se développe avec des jeux de pouvoir politique, un peu d'histoire du monde, du pôle Nord, du pôle Sud. Vous voulez faire tout ça en une saison. Ouais! Et attendez de voir ce que j'ai pour vous pour la saison 3. Ok, non, ça c'est pour une future vidéo, mais le fait étant que je sais pas si ce que vous demandez est possible. Mais oui, j'ai même rappelé les scénaristes du Dernier Maître de l'Air pour qu'ils viennent vous aider avec le script de la saison 2 de la légende de Korra. Tout va bien se passer. Ouais, j'imagine que l'équipe qui a travaillé sur le Dernier Maître de l'Air aimait beaucoup le projet. S'ils reviennent, c'est peut-être faisable. Exactement ce que je me suis dit en regardant le potentiel de cette série, de cette licence en général. Oui, exactement. Je me suis dit qu'on peut peut-être développer l'avatar Aang autant en tant que figure historique qu'en tant que parent. Et comme le thème principal de Korra, c'est le changement et l'évolution du monde, je me suis dit qu'il pourrait y avoir de nouveaux événements qui vont venir changer son histoire avec un grand H. Et même si pour l'instant, je vois pas de façon organique de le faire, les vrais mots des créateurs, peut-être qu'éventuellement, on va trouver une façon qui est logique dans la cohérence de notre univers de ramener les maîtres de l'air pour pouvoir raconter plus d'histoires autour de leur culture. Oh, ce serait tellement stylé. Imaginez les personnages que ça va pouvoir donner. Ouais, j'imagine. C'est beau d'imaginer. Bon, tout ce qu'il nous faut pour cette saison 2, c'est un méchant. Donnez-moi une seconde. Voici une baballe. Est-ce que vous venez de littéralement laisser tomber la balle sur l'écriture du méchant? Littéralement de laisser tomber la balle sur l'écriture du méchant, oui. Salutations et bienvenue à ce 35e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. La licence Avatar, à l'heure où je vous parle, c'est 7 saisons au total, avec un total de 7 antagonistes principaux. Même 9 si tu veux compter le jeu de la légende de Korra et le personnage de Vaatu. Donc sur autant de méchants, il y en a des excellents comme il y en a des beaucoup moins qualitatifs. Et là, on touche à quelque chose qui est assez sensible dans le fandom d'Avatar. La saison 2 de la légende de Korra est sans contredit la saison la moins appréciée. En fait, on s'en rappelle principalement pour le double épisode qui parle des origines de l'Avatar plus que pour le scénario principal. Et même ce double épisode, certaines personnes dont moi je fais partie l'adorent, d'autres personnes disent que c'est à chier et qu'on n'aurait jamais dû démystifier le monde des esprits ni l'origine de l'Avatar. Tu parles d'une saison chaotique. Et là, moi, ça me met dans une position qui est assez délicate parce que de tous les antagonistes de la légende de Korra, il y en a un que vous me réclamez très souvent en commentaire. J'ai nommé Zahir. Et avec raison, je veux dire, Zahir, c'est un excellent antagoniste. Il est profond, bien écrit, vit des conflits effrayants. Et surtout, sa philosophie a beau être très loin d'être saine, eh bien, elle mérite quand même qu'on s'y intéresse et qu'on en débatte. Le fait étant que Zahir, c'est un de ces méchants pour lesquels j'ai commencé l'émission Analyse du Mal. Comment vous pouvez vous assurer de l'avoir? Il vous suffit de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant si vous voulez qu'on parle de Zahir ou même d'un autre méchant. Petite nouveauté avec le hashtag
hashtag analyse du mal pour que ce soit plus facile à filtrer. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas visiter mon Instagram qui est en description pour avoir droit à des teasers et des indices sur les prochaines vidéos et aussi à mes fanarts. Et si les fanarts vous plaisent, ils sont en vente sur Artpal. Pour ce qui est de Zahir, c'est dans mes plans, vous en faites pas, mais le fait étant que je veux faire les choses dans l'ordre, un peu comme j'ai fait avec la licence Kung Fu Panda. Mais bref, aujourd'hui, on en arrive au point où est-ce qu'il va falloir que je parle de Unalaq, l'antagoniste principal de la saison 2 de Korra, celui qui est considéré par beaucoup comme étant le pire méchant de toute la licence Avatar. Et honnêtement, c'est pas faux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la nouveauté parce que jusque-là, dans les analyses du mal, je parlais principalement d'excellents méchants, ou au moins des méchants qui sont devenus iconiques. Mais avec Unalaq, malheureusement, c'est pas ça qu'il est devenu. Dans cette vidéo, donc, en plus de tenter de comprendre le personnage, je vais vous expliquer pourquoi il est un mauvais méchant et surtout comment c'est bien plus complexe qu'une simple question de mauvais développement de personnage. Et comme toujours, ce n'est que mon opinion. Si jamais vous faites partie des genre 17 personnes qui adorent Unalaq, soyez sûr de nous mentionner le pourquoi du comment en commentaire. Aussi, rappelez-vous d'avoir regardé au moins jusqu'à la saison 2 de la légende de Korra pour ne pas vous faire sauvagement spoiler. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire d'Unalaq. Unalaq est né dans la tribu de l'eau boréale en tant que second fils du chef et donc dernier héritier d'une longue lignée de dirigeants. Seulement, comme il était l'enfant cadet, son avenir ne le voyait pas s'asseoir sur le trône. Cet honneur revenait à son aîné, Tonrak. Mais Unalaq, c'était un grand érudit. Il passait tout son temps libre à étudier la maîtrise de l'eau et surtout les esprits. Et pendant ses études, il va finir par apprendre via le lore du monde spirituel l'histoire de Wan, Rava et Vatu. Rava étant l'esprit de l'ordre et de la lumière, et Vatu celui du chaos et des ténèbres. Vatu tentant sans arrêt de se libérer de l'emprise de Rava, qui elle tente de l'empêcher de s'échapper et de répandre le chaos dans le monde. Leur relation tournant autour du fait que aucun des deux n'est libre de modeler le monde à leur image par le simple fait que l'autre existe. Et en bout de ligne, c'est pas si mal, dans le sens où le monde peut exister à la fois dans l'ordre et le chaos, dans la lumière et dans les ténèbres. Jusqu'au jour où un dénommé Wan va libérer Vatu pensant que Rava s'acharnait dessus. Après avoir réalisé son erreur, Wan et Rava travailleront ensemble pour sceller Vatu dans un arbre du monde des esprits. Un arbre qui va être ensuite nommé l'arbre du temps. Ils vont ensuite fusionner et c'est ainsi que Wan deviendra le premier avatar. Et cette histoire, même si à la base c'est surtout une histoire de bien qui triomphe sur le mal, on peut voir pourquoi, vu d'une certaine façon, elle est très problématique, dans le sens où Wan, il a beau être le gardien de la balance et le pont qui unit les humains et les esprits, dans son origine, le fait étant qu'il a surtout scellé une force primordiale de l'existence, Vatu, qui est l'origine du chaos et l'esprit des ténèbres. Ce qui est techniquement bien, mais aussi loin de naturel et balancé qu'il est possible d'être. C'est cette idée que va adopter un groupe nommé le Lotus Rouge, une sous-branche du Lotus Blanc qui a poussé leur but idéaliste et pacifiste vers un but anarchiste et où ils pensent que le cycle de l'Avatar doit se terminer pour que le monde atteigne son plein potentiel. Et Unalaq va à moitié adopter cette idée, le fait étant que Wan, il pense qu'il a fait une erreur en séparant le monde des humains et le monde spirituel. Son but étant donc de réouvrir ce portail pour unifier les deux mondes. C'est pour ça qu'il va rejoindre le Lotus Rouge. Ils ont beau ne pas avoir des buts exactement similaires, dans les faits, ils veulent simplement ramener le monde à un état plus primordial et ils veulent qu'il atteigne son plein potentiel. Le problème là-dedans, c'est que Unalaq, il avait besoin de pouvoir pour y arriver et pour ça, il va usurper le trône de son frère. Il va un jour engager une tribu de barbares pour attaquer un de ses villages, sachant pertinemment que Tonrak les suivrait. Les bandits, leur rôle était d'aller se cacher dans une forêt sacrée, protégée par les esprits. Bien sûr, cette forêt deviendra un champ de bataille et elle sera ravagée. En quête de vengeance, les esprits attaqueront la tribu de l'eau. C'est Unalaq qui, avec sa technique de maîtrise de l'eau qu'il a lui-même développée pour être capable de calmer l'énergie d'un esprit noir et surtout de lui restaurer sa balance pour qu'il redevienne pacifiste, va gérer cette attaque. À cause de ça, Tonrak sera banni parce que son attitude était indigne d'un chef. Pour me punir d'avoir été responsable d'un tel désastre, mon père me bannit de la tribu de l'eau du Nord. C'est à ce moment-là que je suis venu dans le sud pour recommencer une nouvelle vie. C'est donc Unalaq qui va s'asseoir sur le trône de la tribu de l'eau boréale. Et en 155, après le génocide des nomades de l'air,
Il aura lui-même 2 jumeaux, Eska et Desna. Cherche à établir une sorte de contact avec toi à partir de tes origines géographiques. Ça peut éventuellement être intéressant de passer un moment avec un spécimen aussi vulgaire et inculte. En tant que chef, il a un avantage non négligeable sur son but. Il peut peut-être pas réouvrir le portail des esprits, mais le fait étant qu'il est plus proche que jamais et surtout, il a un contrôle géographique dessus. Un plan qu'il va bien sûr cacher au Lotus Rouge parce que ça va à l'encontre de leur philosophie pro-chaos et donc anti-Avatar. Et que l'Avatar, c'est la seule personne connue à pouvoir ouvrir ce portail. Et entre-temps, ça tombe bien parce que va naître dans la tribu de l'eau du pôle sud une petite fille du nom de Korra, la nièce de Unalaq, qui se révélera être elle-même l'Avatar. Pendant des années, Unalaq, il va tenter désespérément auprès de son frère d'obtenir la permission de former Korra à la maîtrise de l'eau. Son véritable but étant de l'élever pour qu'un jour, elle puisse ouvrir les portails. Ce qui a dû donner, environ ça en fait. Mon frère, il est temps d'enseigner la maîtrise de l'eau à ta fille qui est l'Avatar. Imagine tout ce que je pourrais lui apprendre moi, autant sur la maîtrise de l'eau que sur le monde des esprits. Non, ça va en fait. Je me suis exilé au pôle sud et c'est maintenant Katara, la plus puissante des maîtresses de l'eau de l'histoire, qui lui enseigne la maîtrise de l'eau. Mais enfin, je suis son oncle et le spécialiste mondial de la spiritualité. Ouais, mais t'as aussi constamment remis en question ma légitimité en tant que souverain. Tu refuses sans arrêt mes politiques indépendantistes par rapport au pôle sud et à voir comment t'es en train d'élever tes propres enfants pour devenir des sociopathes à peine fonctionnels, je pense que je vais passer. Évidemment, toujours à critiquer à la fois mes solutions et mes méthodes, je savais que j'avais bien fait d'engager les bandits pour te faire bannir. Attends, t'as dit quoi, là? C'est dû au refus de la part de Tonraq que Unalaq va se remettre à comploter avec le Lotus Rouge et qu'il va enlever Korra quand elle n'avait que 6 ans. Il va envoyer Zahir, Ghazan, Pli et Minghua, les méchants de la saison 3, pour enlever Korra, une opération à laquelle Unalaq ne va pas participer, ayant décidé de les trahir juste avant qu'il tue Korra. C'est dans une mission spéciale de sauvetage que Tonraq va collaborer avec le Seigneur du Feu Zuko et le chef Sokka pour ramener Korra à bon port. Et même si on n'a rien d'officiel, les fans de la série ont à peu près accepté le fait que c'est pendant cette mission de récupération que Sokka va trouver la mort. Cette photo est un fanart trouvé sur Internet. Je sais très bien que Zahir n'était pas un maître de l'art à l'époque et que ce n'est donc pas comme ça qu'il a pu tuer Sokka. Pas la peine de me spammer en commentaire pour me le faire remarquer, bande de petits gremlins. Mais heureusement, ce n'était pas en vain parce que Korra sera ramenée au pôle sud et elle pourra continuer son entraînement d'Avatar. Les années vont passer et c'est éventuellement 6 mois après l'attaque d'Amon sur Republic City et donc la fin de la saison 1 que Unalaq va se pointer au pôle sud, le tout pour célébrer un festival qui honore les esprits. Et ça tombe bien qu'il soit là parce que dans les eaux du pôle sud, des esprits enragés attaquent les bateaux. Jadis, cette fête était un moment solennel de jeûne et de méditation. Aujourd'hui, c'est juste l'occasion de voir des ploucs gober des poulets de la banquise entiers. Les traditions évoluent. Ce n'est pas la fin du monde pour autant. On va dire ça aux marins que des esprits mécontents ont attaqué dans les mers du Sud. Mais son but ici à Unalaq, il est bel et bien précis. Maintenant que Korra est une jeune femme, elle est peut-être prête à prendre ses propres décisions et il tentera de la manipuler pour qu'il puisse lui enseigner ses techniques. Entre-temps, Korra et Mako, ils ont arrêté le pro-bending pour se concentrer respectivement sur le travail d'Avatar et la nouvelle place de Mako au sein de la police de Republic City. Tout ça jusqu'à la nuit fatidique où un esprit des ténèbres attaquera le festival. Tonraq et Tenzin vont tenter de l'arrêter, mais sans succès. C'est Unalaq qui va donc devoir le calmer avec sa maîtrise de l'eau. Unalaq va ensuite mettre l'emphase sur l'importance de la spiritualité autant pour l'Avatar que dans le monde de la maîtrise élémentaire en général et va reproposer ses services d'enseignement à Korra. Je t'ai déjà dit que c'était hors de question. Oh, et je suis là! Vous voulez peut-être savoir ce que j'en pense? Et cette fois, Korra, qui en a sincèrement marre qu'on lui dise comment vivre sa vie ou non, elle va décider d'accepter l'offre d'Unalaq. La team Avatar, Tonraq et Unalaq vont ensuite se rendre jusqu'au pôle sud, mais genre géographiquement au pôle sud exactement, pour que Korra puisse réouvrir le portail des esprits du sud. Le pourquoi du comment, c'est que dans quelques semaines arrivera la convergence harmonique, un alignement des planètes qui fait que l'énergie spirituelle va être amplifiée par des millions de pourcents, et c'est aussi là que Raava et Vatou sont censés s'affronter et s'annihiler. Unalaq, lui, ce qu'il veut, c'est profiter de ce boost d'énergie pour être capable d'unifier le pôle sud et le pôle nord et le monde des humains à celui des esprits. Pour ce faire, il va ramener son armée depuis le nord et envahir le pôle sud, ce que le pôle sud va assez mal le prendre et c'est là qu'une guerre civile va éclater entre les tribus sœurs. Dis à ces bandits de rentrer dans le nord. Ils
ne sont pas les bienvenus chez nous. Les gens du Sud doivent apprendre le respect. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous êtes tous issus d'une seule et même tribu. Et tout ça, c'est une manipulation pour pousser Korra à ouvrir le second et dernier portail qui se trouve au pôle Nord. Chose que Korra va éventuellement découvrir, ce qui devient très embêtant pour Unalaq qui a vraiment besoin d'elle. Eska et Desna seront donc envoyés aux trousses de Korra, mais ils seront arrêtés par un esprit des ténèbres. Korra va ensuite échouer sur une île atteinte d'amnésie. Elle plongera dans sa mémoire et Wan lui racontera comment il est devenu le premier avatar. Elle va aussi finalement comprendre ce qui est véritablement en jeu, étant l'existence elle-même, et elle va décider de retrouver Tenzin qui était à ce moment en pèlerinage pour qu'il lui enseigne comment aller dans le monde des esprits et faire face à Vaatu. Mais aussi parce que Unalaq, maintenant qu'il a un portail d'ouvert mais qu'il n'a plus Korra entre les griffes pour ouvrir le deuxième, sa seule option c'est de forcer le passage. Et comme lui, Deska et Esna sont entrés dans le monde des esprits par le portail, ils y sont physiquement et ils peuvent donc utiliser leur maîtrise de l'eau versus Korra qui n'y est que psychiquement et ne peut maîtriser aucun élément. Pendant ce temps, c'est Tenzin et Jinora, respectivement le fils et la petite fille de Aang, qui devront aider Korra à traverser vers le monde spirituel. Là où Korra va avoir une jolie conversation avec un personnage qui nous avait bien manqué. Un très bon ami de l'avatar Aang. Korra, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis venue ici avec mon ami, mais je l'ai perdu et maintenant je suis toute seule. Tu découvriras que si c'est la lumière que tu cherches, tu peux facilement la trouver. Mais si ce sont les ténèbres que tu cherches, alors tu ne verras jamais rien d'autre. Unalaq et ses enfants vont tenter d'ouvrir le portail par la force, mais sans succès, l'un des deux étant même blessé. C'est en rampant devant Vaatu qu'Unalaq apprendra que Korra est encore en vie, qu'elle peut encore ouvrir le portail. Tout ce dont Unalaq a besoin, c'est d'une assurance. Dans le monde des esprits, Unalaq va retrouver l'âme de Jinora et la prendra en otage, forçant Korra à ouvrir le deuxième portail pour la récupérer. Elle va s'exécuter, mais Unalaq étant un méchant, il va simplement trahir Korra. Elle sera obligée de s'enfuir, laissant la petite Jinora derrière. Je passe très vite sur Jinora, mais la réalité étant que c'est peut-être le meilleur personnage de la légende de Korra. Soyez sûr de réclamer en commentaire si vous voulez en savoir plus. En retournant dans le monde des humains, Unalaq amènera ses esprits sombres avec lui pour arrêter la rébellion du pôle sud et il va écraser Tonraq une fois pour toutes. Tonraq, qui au passage ici deviendra officiellement le personnage le plus sous-exploité de la légende de Korra. Je veux dire littéralement, Tonraq ce serait mon personnage préféré s'il avait plus que 5 minutes de screen time par saison. Unalaq va donc mobiliser ses forces militaires et sécuriser le portail du sud parce qu'il anticipe le retour de Korra. L'avatar va éventuellement revenir dans le monde des esprits et c'est là qu'Unalaq va révéler quel est son vrai plan. Il veut libérer Vaatu et fusionner avec lui pour devenir une version des ténèbres corrompues de l'Avatar et plonger le monde dans 10 000 ans de ténèbres. Tout ça va pouvoir se faire grâce au pouvoir de la convergence harmonique. Et Tonraq va sommer son frère d'arrêter ce qu'il fait, tenter de lui faire comprendre que lui aussi perdra son humanité, mais c'est trop tard, Unalaq est allé beaucoup trop loin. Je sais que tu as toujours eu une connexion profonde avec les esprits, mais tu restes un humain, tu restes mon frère. Tu veux anéantir ce qu'il te reste d'humanité pour devenir un monstre. Je ne serai pas davantage un monstre que ta propre fille. La seule différence, c'est que Korra est à peine capable de discerner sa puissance spirituelle, alors que je suis en parfaite adéquation avec la mienne. Ils vont réussir à brièvement renvoyer Unalaq dans le monde des humains par la force, demandant à Mako et Bolin de le garder occupé pendant que Korra affronte Vaatu. Unalaq, grâce à l'aide de Eska et Desna, va parvenir à revenir dans le monde des esprits, juste à temps pour empêcher Korra de réenfermer l'esprit noir. Parvenu à reprendre l'avantage sur l'Avatar, Unalaq va réussir à la tenir à distance assez longtemps pour fusionner avec Vaatu. On est donc rendu à un point où Unalaq, en termes de spiritualité, il est dans la même ligue que Korra. Et si oui, l'Avatar de son côté, elle a 4 éléments, le fait étant qu'Unalaq, il est beaucoup plus âgé et il a beaucoup plus d'expérience dans la maîtrise de l'eau et la connaissance de l'énergie spirituelle. Le fait étant que c'est un combat qui est plus que serré. Et c'est malheureusement pendant leur combat qu'Unalaq va réussir à retirer Raava du corps de Korra et à la tuer, finissant ainsi le cycle de l'Avatar. Il a aussi détruit ma connexion avec les anciens avatars. Si c'est vrai, alors... Je suis le dernier avatar. Je suis vraiment désolée, Tenzin.
Unavatu, comme les fans l'ont surnommé, va ensuite tenter d'attaquer Republic City. Mais c'est sans compter sur l'aide de Jinora qui va réussir à guider Korra spirituellement, la faisant taper dans son plein potentiel. C'est grâce au pouvoir de la convergence harmonique que Korra réussira à exploiter l'énergie spirituelle, et comme les ténèbres feront toujours partie de la lumière et la lumière toujours partie des ténèbres, Raava sera ressuscité pour refusionner avec l'Avatar. Avec le pouvoir de Raava, Korra exercera son devoir d'Avatar et parviendra à détruire Unavatu, ainsi s'achevant l'histoire de l'Avatar des Ténèbres. Mais aussi l'histoire d'un antagoniste qui est devenu célèbre pour être le pire de toute la licence Avatar. Débattre de qui est le meilleur antagoniste de la licence Avatar, c'est quelque chose qui est très sensible, pas à cause de la communauté qui est toxique, vous savez tous que c'est pas le cas ici, mais plutôt à cause du fait que la plupart des antagonistes d'Avatar sont excellents. Mon petit chouchou à moi, vous le savez, c'est probablement Amon, le méchant de la saison 1 de Korra. Mais le fait étant que si déterminer le meilleur, c'est très difficile, déterminer le pire, on arrive presque toujours sur Unalaq. Et c'est en re-regardant la saison 2 au complet pour cette vidéo que je me suis rendu compte, c'est pas forcément la faute du personnage. Pourquoi personne n'aime Unalaq? Si Unalaq est ô combien loin d'être un bon méchant, ça fait pas de lui un horrible méchant, ou même un méchant oubliable. C'est super paradoxal de déterminer qu'est-ce qui fait oui ou non un bon méchant, parce qu'un méchant, si tu l'apprécies, est-ce qu'il fait bien son travail de méchant? Question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire. Mais le fait étant que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut scinder tous les méchants de fiction en 3 catégories. Premièrement, les méchants épiques, les méchants mythologiques, ceux qui deviennent iconiques et appréciables de par leur charisme principalement. Ceux qu'on reconnaît font le mal, mais pour qui on ne ressent ni empathie, ni haine, juste un véritable intérêt pour leur qualité d'écriture. Voire ceux qui nous inspirent la peur de par la menace qu'ils incarnent, certains deviennent même plus une incarnation, une présence ou une force inarrêtable qu'un vrai méchant. Deuxième catégorie, les méchants antipathiques, c'est-à-dire ceux que l'on déteste avec une passion brûlante. Ils posent des actions horribles, totalement injustifiables, et vous n'êtes jamais d'accord ni avec leur méthode, ni avec leur motivation, ce qui rend leur défaite ô combien plus douce. Et finalement, on a les méchants empathiques, ceux avec une histoire tragique et des motivations compréhensibles. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec leur méthode, mais vous comprenez la souffrance qui les a menés où ils sont. Ou encore plus intéressant, vous êtes d'accord avec certaines de leurs motivations et vous demandez où se dessine la ligne que, dans pareille situation, vous n'oseriez pas traverser. Et c'est pas du tout des catégories objectives ni même imperméables. Le fait étant que si tu me parles du Lucifer de Supernatural ou de Darth Maul dans Star Wars, tu peux les mettre dans n'importe quelle catégorie et il y aurait un cas à faire, même si moi, les deux m'inspirent énormément d'empathie. Entre ensuite Unalaq, que j'ai aucune idée d'où le placer. Déjà, dans la catégorie empathique, c'est mort, mais genre méchamment mort. Il souffre pas, il a absolument aucun conflit avec lui-même, et c'est un enfant privilégié qui a voulu plus et a décidé de manipuler littéralement tout le monde dans sa vie pour obtenir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la compagnie de lait qui va avec. Mais si on parle maintenant d'antipathie pour retourner la pièce, le fait étant qu'il fait pas grand-chose qui le rende antipathique, qui vienne vraiment chercher le spectateur. Si on déteste, c'est plus une question de qualité d'écriture. Bref, on déteste le personnage avant la personne. Est-ce qu'on peut vraiment dire alors que c'est une haine suffisante à le rendre intéressant? À la limite, Unalaq, tu pourrais dire qu'il a aussi fait enfermer le père de Korra et qu'il a tué Raava. C'est deux choses qui sont simplement réglées dans les épisodes suivants. En fait, la seule vraie chose qu'Unalaq fait d'horrible, c'est de couper le lien qu'a Korra avec ses vies précédentes et ses vies futures. Mais ça, c'est plus une question de développement de personnage sur le futur de la licence Avatar que sur Unalaq lui-même. Et ça, on peut même le vérifier dans le fandom. Si presque personne n'aime Unalaq, il y a personne qui le déteste pour ses actions. C'est plutôt une question de, la saison 2 de Korra, elle est assez chiante. Et finalement, c'est pas non plus un personnage épique et mythologique. Ce qui est très con quand tu le sais qu'il avait toutes les qualités pour le devenir. Il est froid, il est calculateur, il a un objectif intéressant, il est brillant et a toujours 10 coups d'avance sur tout le monde. Il avait de quoi devenir le Kira de l'univers Avatar. Mais c'est pas ça qui s'est passé et je pense pas que ce soit forcément la faute de l'écriture d'Unalaq. Parce que clairement, ce personnage, il tente de dire quelque chose sur le lien qu'il y a entre l'humanité et la spiritualité. Et le fait étant qu'il y arrive quand même assez bien. Le problème est beaucoup plus large. Ça a plus rapport avec la saison 2 en elle-même et avec sa qualité, mais surtout sa complexité. D'un, le fait que à la fin de la saison 1 de Korra, l'arc du personnage principal est relativement accepté comme terminé.
Pourquoi? Parce qu'il a été écrit comme une mini-série, il devait pas y avoir de suite. La saison 2 doit donc trouver quelque chose de nouveau à dire avec un personnage qu'on connaît déjà mais qui a terminé son arc et trouver un moyen de le faire sans faire régresser le personnage derrière ce qu'elle était avant. C'est déjà pas très simple. Mais cette histoire de développement de l'avatar Korra va tourner autour de son conflit avec Unalaq, de son combat contre Vaatu et de comment elle va pouvoir exercer son devoir d'avatar et une fois de plus protéger le monde. C'est la trame narrative principale qu'on peut aussi appeler une A-story, c'est-à-dire l'histoire principale qu'on suit dans une œuvre narrative. Mais généralement, on a aussi une ou plus histoires secondaires dans une saison, dans un livre, dans un film, etc. pour que l'intrigue principale puisse respirer. C'est même nécessaire dans la plupart des cas. Un bon exemple, ce serait la rédemption de Zuko dans Le Dernier Maître de l'Air qui se raconte en parallèle du combat contre Ozai et la Nation du Feu avant que tout ne se rejoigne à la fin. À noter qu'une histoire secondaire, aussi appelée une B-story, ne rejoint pas forcément la trame narrative principale aussi explicitement. Par exemple, dans la saison 2 de Korra, on a la guerre civile qui passe assez vite au second plan quand on entre dans le endgame de la saison. Voire pas connecté du tout parce qu'une A et B-story, ça peut juste être deux histoires qui se passent en parallèle mais ne sont pas connectées. La plupart des séries comiques racontent leur histoire comme ça pour permettre au scénario de respirer et nous offrir plus dans le même épisode, ce qui peut énormément venir servir le script. Mais bref, les storylines secondaires, faut peut-être pas en abuser parce que dans la saison 2 de Korra, nous avons le développement du monde des esprits et l'histoire de l'Avatar One qu'on pourrait qualifier de C-story, voire de B-story, à vous de savoir si ça passe au-dessus ou en dessous de la guerre civile. On a l'enquête de Mako et sa quête en tant qu'officier de police où il va enquêter sur Varrick et sur les attaques suspectes des soi-disant rebelles du pôle sud. Ça va être notre D-story. On a ensuite le triangle amoureux entre Asami, Korra et Mako qui revient en force pour la E-story. L'enfance des enfants de Aang et Katara et comment ils ont eu une éducation extrêmement différente les uns des autres vient créer une F-story. Bolin qui devient une pseudo-star du cinéma en jouant dans des films de propagande sur la guerre au pôle sud, c'est la G-story. On a ensuite vaguement l'héritage d'Asami de Future Industries qui coule financièrement, alors ils doivent retrouver de nouveaux investisseurs. Ça vient créer une H-story. Et aussi Tottenrak qui nous raconte son passé. On a tout un petit arc narratif qui tourne autour du fait de pas répéter les erreurs du passé, de laisser respirer sa fille. Bref, ça c'est notre E-story. Et là, tu découvres que Naga, en fait, c'est la dernière descendante des chiens ours polaires de lignée pure race, et ça fait d'elle l'avatar des animaux qui a pour mission de connecter le monde des humains au monde des animaux, au monde des vivants, le tout dans une toute nouvelle spiritualité qui va venir affecter constamment la trame narrative du Dernier Maître de l'Air en rétrospect. Jean-Étienne, qu'est-ce que t'as mis dans ton café ce matin? Du sucre de qualité supérieure en plus, je le sais à cause du prix, c'est un monsieur Ralph qui me l'a vendu dans la ruelle à côté de chez moi. T'en veux? Ouais, j'aimerais beaucoup en avoir s'il te plaît. Mais toi, avant, tu vas me retravailler ce scénario. C'est trop, c'est beaucoup trop de choses à dire. Et puis, c'est le même problème que je donnais avec la série Percy Jackson, à savoir, quand tu essayes de tout dire, tu finis par pas dire grand-chose. Forcément, sur 14 épisodes, le fait d'avoir une histoire principale presque à chaque épisode, ça va faire que d'autres éléments importants du scénario vont en souffrir. Et c'est idem pour Unalaq, t'avais jamais entendu parler de lui avant la saison 2, et comme il meurt à la fin, c'est mort pour le développer encore plus, à moins que de faire des flashbacks. Mais le fait étant que c'est pas très pratique si tu veux le rendre intéressant. Ça et le fait que la saison 2 de Korra en tant que produit et pas juste en tant qu'histoire, elle est assez moyenne, je vais pas mentir. Bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas horrible, ça reste Avatar. Est-ce que vous savez combien de séries tueraient pour avoir une mauvaise saison de cette qualité? La bonne réponse est beaucoup. Je te regarde très fort, Scrubs. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'énormes défauts classiques de la série Korra qui sont énormes dans la saison 2. Évidemment, c'est la légende de Korra. Alors visuellement, quand c'est beau, c'est magnifique, mais quand c'est pas beau, c'est dégueulasse. Genre là, quand Unalaq a kidnappé Jinora, regardez ça, le calque d'animation, il est mal raccordé avec celui d'en dessous. Tu peux presque sentir l'animateur faire... Franchement, ça passe. Ou juste là quand Korra vient retirer Rava du cœur de Vaatu. Ça là, c'est pas de l'animation, c'est un effet post-prod de particules que tu peux faire en 15 minutes sur After Effects. Et plus, puisqu'on parle du scénario, à la fin de la saison, la tribu du pôle Sud déclare qu'elle reste indépendante de la tribu du pôle Nord. Les tribus de l'eau sont à jamais alliées. Mais la tribu du pôle Sud est maintenant indépendante.
Vouloir l'indépendance dans une nation, faites-moi confiance, genre c'est quelque chose de mon côté de l'Atlantique, c'est quelque chose qui a d'excellents arguments la plupart du temps. Mais le fait étant que ça va à l'encontre même du message de la saison, que ça fait que la guerre civile a servi basiquement à rien du tout et que ça rend le discours de Korra totalement insipide. Korra, à la fin, quand elle déclare l'indépendance du Sud, elle dit qu'on entre dans une nouvelle ère, une ère où les humains et esprits vivent unis. Et cette nouvelle ère est déclarée dans la même scène où on nous dit que la tribu de l'eau ne changera pas ses pensées indépendantistes. Donc la logique de Korra ici, c'est on est prêt à avoir un monde des humains et un monde des esprits unis, mais on n'est pas prêt à avoir un monde uni. Est-ce que vous voyez comment la A-story et la B-story sont en train de sauvagement se marcher dessus? Quel rapport avec Unalaq? Ben, le fait étant que ça, c'est quelque chose que tu peux pardonner à tous les personnages de Korra, sauf lui. Pourquoi? Parce qu'il n'existe que dans la fenêtre de temps de cette saison. Il n'existe pas avant, il n'existe pas après. Il n'y a pas moyen de corriger le problème d'Unalaq, à savoir le fait qu'il est un personnage qui vient d'une saison qui a été bâclée. Et le pire là-dedans, c'est que Unalaq, il partage énormément de défauts en termes d'écriture avec la saison 2. Défaut principal étant, ses buts sont très incohérents. Au début de la saison, son but est d'entraîner l'Avatar à sa façon pour pouvoir ouvrir le portail du monde des esprits et ainsi unifier les deux peuples. Mais au milieu, on apprend que son but est aussi de gagner le contrôle total sur la tribu de l'eau du pôle sud. À ce point, on parle encore de reconnecter deux tribus sœurs. Je pense que ça passe. Mais après, on a le flashback et on découvre que Unalaq, il était très probablement au courant de l'histoire de Wan, Rava et Vatou. Une histoire sur l'Avatar tellement obscure que l'Avatar elle-même ne la connaissait pas. Et ça en va de même pour les héritiers de l'Avatar Aang. Donc l'Avatar One a emprisonné Vatou, l'esprit des ténèbres, dans le monde des esprits. Oui. Ce qui est dur à avaler, mais tu sais, Unalaq, c'est un spécialiste du monde des esprits, et là, ça touche littéralement à sa mythologie. Il est probable qu'il ait trouvé un document super secret dans une bibliothèque, genre celle de l'esprit qui connaît 10 000 choses. Bref, ça passe encore. Unalaq, il va ensuite fusionner avec Vatou pour devenir l'Avatar des Ténèbres, parce que selon lui, devenir ce personnage surpuissant, ça va lui permettre d'unifier les deux mondes. Ouais, ok, il y avait des manières plus faciles, mais jusque-là, si tu coupes vraiment les cheveux en quatre, ça passe encore? Et genre 10 minutes après, il rentre en mode King Ghidorah et son but est maintenant de détruire le monde au complet. Le tout pour pouvoir unifier le monde qui n'existera plus parce que le monde sera détruit, mais dans l'unification et la reconnexion, parce qu'Unalaq, il a toujours voulu reconnecter les humains aux esprits et peut-être qu'en étant morts, même si les esprits sont pas vraiment morts, ils existent juste sur un autre plan de l'arrêt. Non, j'ai rien. J'ai absolument rien pour celui-là. Et le pire là-dedans, c'est que c'était relativement facile à éviter comme problème scénaristique. On a juste, comme mentionné, pas eu le temps parce que la saison essaye d'en dire trop. Utiliser le pouvoir de Vatou pour détruire le monde. Ça peut sembler comme une motivation de méchant générique d'un mauvais film des années 80. Mais le fait étant que ça peut avoir plusieurs significations. Soit il parle de détruire le monde au niveau sociétal, de causer assez de dommages pour que tous les gouvernements s'effondrent et pour que ce qui reste de l'humanité n'ait d'autre choix que de former un seul peuple libre de dirigeants et de lois, un État quasi sauvage, mais où tout le monde apprend à communiquer et à se respecter, exactement comme vivent les esprits. Un monde anarchiste, donc. Et je rappelle que Unalaq, il faisait partie du Red Lotus. Il est plus que probable que l'anarchie, ce soit au moins quelque chose qu'il est considéré. Autre possibilité, est-ce qu'il veut détruire le monde au niveau de son écosystème pour que l'humanité n'ait plus aucune ressource ou presque à exploiter? Comme ça, les gens qui survivront n'auront d'autre choix que de s'adapter. Ils seront dans la merde, mais ils vont apprendre à s'unifier et à se connecter les uns aux autres pour créer une nouvelle génération qui va être capable d'affronter ces problèmes en tant que peuple uni. Un peu comme Thanos dans Infinity War où en éliminant la moitié de l'univers, la moitié restante peut vivre en paix, mais à une échelle encore plus cruelle, ce qui créerait de futures générations encore plus fortes. Ou aussi, est-ce qu'il veut appuyer sur le bouton reset, c'est-à-dire créer une extinction de masse complète et espérer que la prochaine espèce dominante ne décide pas d'ériger des frontières et de se différencier les uns des autres? Ou, ma petite préférée, est-ce qu'il tentait de tuer tous les vivants sentients pour que leur âme puisse atteindre le monde spirituel et pour que, plus jamais, il n'y ait de différence entre les humains et les esprits? Je dis que c'est ma petite préférée et la plus plausible. Pourquoi? Parce qu'à la fin, le portail, il reste ouvert. Et si tout le monde est mort et tout le monde va dans le monde des esprits, il n'y a plus d'humains, il n'y a que des esprits. Donc, à ce point, le portail, c'est plus une porte qu'un vrai pont vers une autre dimension mystique. Plein d'excellentes explications tout à fait plausibles,
horrible qu'on n'aura jamais parce que la saison 2, c'est un bordel. Mais aussi parce que Unalaq, c'est un méchant principal qui est traité comme un méchant secondaire. Vaatu. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que double épisode sur les origines de l'Avatar est à la fois la meilleure partie de la saison 2 et peut-être même les 2 épisodes les plus iconiques de la légende de Korra. On a finalement retrouvé ce sentiment qu'on avait en regardant le dernier Maître de l'Air où tu regardes un épisode ou dans ce cas-ci un double épisode qui se suffit à lui-même plutôt qu'être simplement une énième partie du scénario d'une saison qui s'étire sur 14 épisodes. J'ai rien contre les séries au format feuilletonnant, mais le fait étant que c'est dommage que Korra l'ait embrassé pleinement alors que le fait d'avoir un format épisodique avec un sous-scénario qui se dessine en background et où toutes les storylines te ramènent dessus à la fin, c'est ce qui a fait du dernier Maître de l'Air une série parfaite. Et j'ai déjà produit une vidéo là-dessus. Mais c'est paradoxal parce que cet épisode, on peut presque dire qu'il a été néfaste pour la série. Comment ça? Parce que, en plus du bordel qu'est la saison 2, les scénaristes ont changé d'histoire et de genre en cours de route avec. Au début de la saison 2, ça s'enlignait pour être une histoire de mystère sur les attaques des esprits. Ensuite, elle va prendre la forme d'un drame politique et policier comme la saison 1. Et en arrivant aux épisodes sur One, on s'enligne pour une histoire de bien contre le mal dans un setting d'heroic fantasy pour protéger le monde. Tout s'enligne pour le combat avec Vaatu à la fin de la saison 2, ce qui est assez problématique quand tu sais que Vaatu, c'est pas l'antagoniste principal, c'est censé être Unalaq. Et Unalaq, toute son histoire, elle ne sert qu'à délivrer Vaatu. Il a beau être beaucoup plus présent, le projecteur n'est jamais vraiment sur lui. Et c'est pareil par exemple dans Harry Potter. Est-ce que t'appellerais Peter Pettigrew le méchant principal? Non. Bah, c'est pareil pour Vaatu. La différence étant que Voldemort, on t'en a parlé dès le début de l'histoire et on finit l'histoire au complet avec le combat contre lui. Et Vaatu, c'est un personnage qui est très intéressant autant au niveau de son écriture qu'au niveau de sa légende, qu'au niveau de ce qu'il a fait pour ou contre, selon les points de vue, à la licence Avatar. Mais le fait étant qu'on parle de Unalaq ici. Et Vaatu, même s'il lui vole totalement la vedette, ça veut pas dire que narrativement, il ne le sert pas du tout. Premièrement, en prenant le contre-exemple de Vaatu, on se rend compte de c'est quoi vraiment la mission de l'Avatar et on se rend compte de comment Unalaq ne la comprend pas. L'Avatar One a entrepris une double mission. Il est censé être le pont qui lie les humains aux esprits, mais aussi le gardien de la paix et de la balance. C'est une de ces notions qui vient titiller Unalaq. Il pense que pour être vraiment connecté et unifié, le monde des esprits et le monde des humains ne doivent pas être séparés. Et honnêtement, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que, il a peut-être raison. Ou du moins, s'il a pas raison, il a des bonnes raisons d'avoir tort. Par exemple, dans l'épisode sur One, un esprit vient posséder le corps d'un être humain et il lui dira ceci. Les esprits peuvent prendre le contrôle d'un humain, c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu le tuer si j'étais resté plus longtemps dans son corps. D'ailleurs, j'y ai songé. L'idée étant que les esprits sont dangereux pour l'humanité parce qu'ils peuvent les tuer en entrant en eux. Et les humains sont dangereux pour les esprits parce qu'ils utilisent le feu prêté par la tortue lion géante pour les brûler vifs. Sauf que ça, c'est les 2 points en surface. Si tu réinterprètes un petit peu comment ça se passe, ça devient tout de suite beaucoup plus gris. Parce que de un, le feu et par extension les autres éléments, ce sont pas des armes, ce sont des outils. C'est l'humanité qui choisit comment les utiliser. Et si oui, ça pourrait dire que l'humanité est dangereuse, ça dit surtout qu'elle peut utiliser ces éléments dans un autre objectif. Donc, la reconnexion, elle est pas impossible. En fait, tu vois que ceux de la Tortue Lion de l'air étaient déjà assez pacifistes à l'époque. Et tu te dis qu'une fois n'est pas coutume, c'est juste la Nation du Feu qui fout la merde. Mais aussi, la Nation du Feu ici, ou plutôt ce peuple du feu assez primitif, il utilise le feu comme arme dissuasive. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, c'est aussi une façon de chasser, c'est une preuve de pouvoir, etc. Mais c'est une arme dissuasive qui, pour la majorité des cas, est quand même nécessaire dans leur philosophie. Pourquoi? À cause de ce qu'un esprit est capable de faire à un humain. Gardien de la cité, je suis désolé de vous avoir volé le feu et j'accepte mon châtiment. Mais s'il vous plaît, il faut que je puisse me défendre dans cette nature hostile. Mais justement, ce que ces esprits font aux humains, même si ça a l'air horrible, je pense que dans l'absolu, on l'a peut-être mal compris. One, il va décider de garder Raava en lui, et Unalaq va faire la même chose avec Vaatu.
Et pourtant, aucun des deux ne va en mourir. Au contraire, ils ont fait comme ce soldat qui se trouve défiguré avec l'esprit en lui, ou encore l'ami de Wan. Ils ont évolué. Et oui, je vous entends déjà, c'est pas de l'évolution, c'est juste de la transformation, ils sont défigurés, c'est une vraie malédiction. Soit. Comment ça a l'air de fonctionner? C'est que quand un esprit possède le corps d'un humain, s'il y reste trop longtemps, cet humain absorbe les propriétés de l'esprit qu'il possède. Et cette propriété, les esprits les auraient sûrement pas si c'était pas au moins en partie utile. Vous le savez comme moi, dans le monde d'Avatar, la plupart des esprits sont boostés aux hormones. Oui, c'est dommage pour ce personnage qui est défiguré à vie, mais l'esprit qui l'a possédé, il doit avoir un certain niveau de pouvoir qui lui permet de s'adapter à son environnement. Et ce pouvoir, indirectement, il l'a passé au personnage. Le problème n'est pas le fait que ce soit arrivé, mais comment c'est reçu et le fait que ce soit très impratique dans la société dans laquelle le personnage vit. Tout comme Wan qui a pris les propriétés de Rava à pouvoir taper dans le pouvoir de la lumière qui va devenir l'état d'Avatar, mais aussi où il va être capable, tout comme Rava, de posséder 4 éléments parce qu'il est maintenant possible de faire passer toute cette énergie à travers son corps. C'est même pas la première fois qu'on voit ce phénomène en tant que tel. Il y a fort à parier que c'est aussi ça qui est arrivé à la princesse Yue dans le dernier Maître de l'air. Donc ça a beau avoir l'air assez désagréable et handicapant, le fait étant que quand un esprit possède un humain et lui passe une partie de son apparence, il est plus que possible qu'il lui passe aussi une partie de ses propriétés et peut-être même de ses pouvoirs. Vous avez été touché un jour par l'esprit de la Lune. Il vit encore quelque part en vous. C'est vrai. C'est lui qui m'a donné la vie. Je peux peut-être le ressusciter. Genre ce garde-là, il a beau être super laid, il a maintenant des griffes, il a des plus grandes oreilles, donc peut-être une meilleure audition. Bref, il a entamé une mutation rapide qui lui ont donné certaines capacités. Je ne comprends pas pourquoi il hurle aussi fort. Il est bien mieux comme ça. C'est sûr que maintenant, si tu le présentes comme ça, les êtres humains ont quelque chose à gagner de la part des esprits. Genre pensez-y, honnêtement, on est sur Internet et vous êtes sur une chaîne qui parle de pop culture. Je sais pertinemment que, même si une bonne partie d'entre vous diriez non au fait d'obtenir des pouvoirs de cette façon, cette bonne partie d'entre vous, au moins, vous le considéreriez probablement. C'est sûr que quand tu le présentes comme ça, la cohabitation entre humains et esprits, du côté des humains, on a au moins quelque chose à y gagner potentiellement. Surtout quand tu considères que les premiers utilisateurs de l'air vivaient déjà en harmonie avec les esprits et que, comme par hasard, c'est la seule nation qui, après 10 000 ans, est encore 100% constituée de maîtres des éléments. Bien sûr que pour un personnage comme Unalaq qui pense que la fin justifie constamment les moyens, fermer le portail des esprits une fois qu'on a tout ce recul, ça semble être une horrible erreur. Surtout quand tu comptes le fait qu'à une époque, ni Rava ni Vatou ne pouvaient pleinement s'épanouir puisque la première passait son temps à restreindre le deuxième. Mais maintenant, ça fait 10 000 ans que Vatou est enfermé et Rava se promène librement sur Terre en tant que personnification du lien entre les humains et les esprits. Considérant que Korra dit qu'on entre dans une nouvelle ère après la convergence harmonique qui se passe tous les 10 000 ans et que Rava elle-même disait qu'on entrait dans l'ère de l'Avatar après la précédente, il est plus que possible que cet univers opère sur un système de cycles. Et considérant le fait que Rava ne dit pas qu'elle a déjà affronté Vatou à la convergence harmonique, mais qu'elle est destinée à l'affronter à la prochaine convergence harmonique, il est plus que probable qu'elle n'en ait vécu que 2 dans son existence. Le début de cette première ère, qui va durer 10 000 ans, ça voit peut-être apparaître les humains, ça voit apparaître les esprits, et ça les voit être connectés dans l'harmonie. S'en suivra alors 10 000 ans où Rava et son avatar se réincarnent en boucle, donc logiquement, oui, si tu présentes les choses comme ça, pour que la balance ne se brise pas, un avatar qui tire ses pouvoirs de Vatou devrait naître et enfermer Rava pendant 10 000 ans. Ce qui pourrait même être le but d'Unalaq. Écoutez bien ce qu'il dit. Et maintenant, que commencent 10 000 années de ténèbres. Petite correction ici, j'ai dit qu'il était possible que Rava n'ait vécu que 2 convergences harmoniques, ce qui va à l'encontre de beaucoup d'autres éléments présentés dans la série. Mais le fait étant que pendant tous ces cycles, Rava et Vatou étaient présentés de façon égale et que pour le dernier cycle de 10 000 ans, Rava elle était en position de supériorité. La logique voudrait donc que Vatou passe un cycle en supériorité pour que cette balance ne soit pas dérangée. Voilà, c'est une petite nuance qui me semblait nécessaire. On peut retourner à la vidéo. Ça, c'est aussi en comptant le fait qu'à l'intérieur de Rava et Vatou se trouve une part de leur rival, prouvant que le chaos ne peut pas vraiment être enchaîné ou détruit, mais simplement restreint par l'ordre, et que la lumière ne peut pas être éclipsée par les ténèbres, mais qu'elle peut simplement être apaisée. Pourquoi l'un de vous n'a pas détruit l'autre? Il ne peut pas éliminer la lumière, de même qu'il m'est impossible de supprimer les ténèbres.
L'un ne peut exister sans l'autre. Je l'ai déjà dit, mais Unalaq, on n'a aucune idée de c'était quoi ses intentions concrètement, parce que la saison 2 est trop complexe. Mais Korra, à la fin de la saison 2, elle voit le potentiel là-dedans et elle décide de laisser le portail ouvert. Pourquoi? Parce qu'elle-même admet que Wan a peut-être fait une erreur en fermant le portail et elle pense qu'une nouvelle ère doit commencer, une ère où les esprits et les humains sont reconnectés. Surtout quand tu considères tout ce que les humains peuvent apprendre des esprits, à savoir le fait de survivre dans la nature, la spiritualité, etc. et tout ce que les esprits pourraient peut-être apprendre des humains, genre nos règles sociétales, nos structures gouvernementales, le fait de construire des trucs, etc. Bref, les deux camps ont quelque chose à y gagner. Donc, quand tu présentes les choses sous cette nouvelle optique, oui, Unalaq, il avait raison. C'est comment il a décidé de tout reconnecter le problème. Il y a une méchante différence. Et si Unalaq avait raison quand il a dit que l'Avatar ne devrait pas être un pont entre les deux mondes? Et si l'Avatar Wan avait fait une erreur en fermant les portails? Et si les humains et les esprits n'étaient pas censés vivre séparément? C'est quand même vraiment ironique parce que Unalaq, il est très bien placé pour le comprendre. Il est un maître de l'eau. Et l'eau, ben, elle a été passée par l'esprit de la Lune directement aux humains versus les trois autres éléments qui ont été passés par des animaux. Les blairotaupes ont passé la terre, les dragons le feu et les bisons du ciel ont passé l'air. C'est aussi sûrement pour ça que la pleine lune vient booster les maîtres de l'eau, sauvagement même. Alors forcément que Unalaq, un maître autant dans la pratique que dans la philosophie de la maîtrise de l'eau, voit le potentiel d'un monde où esprit et humain allient leurs forces. Le problème, c'est comment les événements se sont déroulés. Salutationalisation, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques, mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio, soit dans la description de la vidéo vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support, du cadre à la toile, passant maintenant même par l'impression sur métal, et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion, et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. La reconnexion par la destruction. Cette image de Korra a énormément circulé sur Internet. Une image où chacun des antagonistes est présenté avec son but et l'outil qu'il va utiliser pour y arriver. Pour Unalaq, c'est la reconnexion par la destruction. Attardons-nous donc sur ces deux notions. Premièrement, c'est quoi la reconnexion? Parce que c'est un terme qui est très large. Pour ça, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'épisode de la saison 2 du Dernier Maître de l'Air où Aang va faire son apprentissage avec un gourou. Ici, Aang, c'est justement ça, sa mission, c'est de se connecter spirituellement avec ses vies antérieures pour être capable de maîtriser l'état d'Avatar et de tirer le plus possible de ses pouvoirs en tant que manipulateur des 4 éléments. Et quand ce lien est brisé par Azula, c'est Ozai qui réouvre son dernier chakra accidentellement et qui lui permet de reconnecter sa spiritualité à celle des anciens avatars et donc devenir un digne héritier de ce pouvoir. Aang, il s'est reconnecté, tout comme Korra a appris à se connecter et par la suite à se reconnecter à ses anciennes vies. Et les deux en sont sortis incroyablement plus puissants. Dans le cas de Aang, il a même fini par apprendre la manipulation de l'énergie, à savoir la forme de maîtrise des éléments la plus primordiale. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est à Tortulion. Durant l'ère qui précéda l'arrivée de l'Avatar, ce ne sont pas les éléments que l'on maîtrisait, mais l'énergie extraordinaire qui circule dans nos corps. D'accord, donc l'idée étant que avant l'ère de l'Avatar, ce qu'on maîtrisait, c'est pas les 4 éléments, mais l'énergie en tant que telle. Et pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Ben parce que l'énergie comme pouvoir, c'est juste pété. Considérant le fait que Raava est capable de manipuler l'énergie et qu'elle avait déjà 10 000 ans au minimum quand elle a fusionné avec Wan, il est plus que probable qu'elle ait connu cette époque. Mais c'est quand même Raava qui doit porter les 3 éléments que Wan n'utilise pas à ce moment, jusqu'à ce qu'elle fusionne avec lui. Ma théorie étant donc qu'à la base, si les maîtres maîtrisaient bien l'énergie, cette énergie, elle a été brisée. La Terre
l'air et l'eau sont devenus la matière et le feu n'est qu'une bribe de ce qui reste de l'énergie. Parce que c'est ça en fait l'existence. L'énergie et la matière ne sont que les deux éléments primordiaux qui régissent notre univers et donnent forme à toute chose matérielle. Ou du moins c'est une façon hyper simplifiée de l'expliquer pour moi qui n'a absolument aucune expertise dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai une section commentaires. Mais bref, donc, à une époque, on manipulait l'énergie primordiale. Et cette énergie, elle a été pétée en 4. L'eau, la terre, le feu et l'air. Le tout dans une époque bien avant l'Avatar. Et le fait de briser la manipulation d'énergie en 4, je pense que c'est ce qui a déconnecté les esprits des humains. On le voit déjà à l'époque de One, les esprits humains ont une relation très tendue. Entre-temps, c'est aussi une époque où les sociétés, ou tout du moins celle du feu, est formée autour d'une civilisation qui considère les esprits comme des animaux sauvages et dangereux. On était déjà déconnectés à l'époque et c'est cette connexion qu'Unalaq tente de restaurer. La connexion avec les esprits et la connexion avec l'énergie primordiale de l'univers. Une forme de maîtrise qui sur papier devrait être naturelle. Il y a qu'à voir à quel point l'énergie de Unalaq devient puissante dans les 10 minutes après qu'il l'ait acquérie. Pensez-y, c'est le feu l'élément du pouvoir, la terre l'élément de la substance, l'air l'élément de la liberté et l'eau l'élément du changement. L'énergie, c'est l'élément de quoi? Il y a beaucoup de théories, mais moi je pense que l'énergie, c'est l'élément de la nature et de la connexion entre les espèces vivantes. Et que, en perdant cette notion de maîtrise de l'énergie, l'humanité s'est déconnectée. Ne pouvant atteindre son plein potentiel, elle est maintenant destinée à ne maîtriser qu'une parcelle de ce qu'elle pouvait jadis faire. C'est ce que Unalaq voulait retrouver. Comment, avec notre deuxième notion, j'ai nommé la destruction. Peut-on vraiment reconnecter le monde des esprits et le monde des humains sans destruction? Très honnêtement, non. Je viens de démontrer que le style de vie de la Tortue Lion du Feu ne pouvait pas épouser la paix avec les esprits. Et ça, c'était il y a 10 ans parce que dans la saison 3, je rappelle que le fait que les esprits sont une force de la nature vient créer un problème avec le fait que le monde a évolué de façon industrielle et artificielle. On croirait qu'on peut trouver un terrain d'entente, on peut céder certains territoires aux esprits où ils peuvent évoluer comme ils veulent, mais ça nous déconnecterait encore. D'un, parce que ça érigerait encore une nouvelle frontière entre les humains et les esprits, mais aussi parce que ce serait aux esprits de s'adapter aux règlements des humains et aux humains de s'adapter aux règlements des esprits. L'idéal, c'est que les deux s'entendent dans un nouveau règlement. Dans les faits, pour avoir une vraie reconnexion avec le monde spirituel, le monde industriel aurait simplement dû s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'industriel ne peut pas vivre avec les esprits de par leur nature. À l'époque où cette fête a vu le jour, les anciens communiquaient avec les esprits. Les gens pouvaient voir leur forme lumineuse en train de danser dans le ciel. Ce qui reste compatible avec, c'est la vie à l'état naturel, le plus reclus possible. Le mode de vie adopté par les nomades de l'air qui sont prêts à faire des sacrifices et accepter le fait que la nature leur donnera tout ce dont ils auront besoin parce qu'ils pensent que c'est la seule façon d'être réellement libre. C'est même montré dans Korra avec les premiers maîtres de l'air qui ont un accès constant à leurs éléments, vivent en harmonie avec les esprits et semblent se nourrir surtout de fruits et légumes. Et encore une fois, les nomades de l'air, plus t'avances, plus tu vois que non seulement ils possèdent encore tous, sans exception, la maîtrise de l'air, mais surtout, vous avez vu dans quoi ils vivaient? Des gros temples avec des mécanismes et accommodations très simples, de façon nomade, et où la méditation les connectait au monde spirituel. À côté de ça, t'as l'eau qui est l'élément du changement, mené par l'esprit de la lune, où tu vois que la maîtrise de l'eau fait partie intégrante de comment la société évolue. Ici, on a donc une corrélation intéressante. Les deux éléments les plus proches des esprits sont les deux éléments qui embrassent le plus la nature. En contre-exemple, le premier réflexe de Unalaq après avoir fusionné avec Vatou, c'était quoi? C'était d'attaquer Republic City. Republic City, qui en plus d'être la capitale industrielle du monde, est née de l'union des territoires de la terre et du feu. Les deux éléments dont les sociétés sont les plus modernes et les deux éléments les moins spirituels. C'est la façon dont ces deux peuples ont évolué que Unalaq voit comme contre-nature et toxique. Et lui, il vient embrasser le traditionnalisme. Il prône un retour aux sources par la destruction totale de la civilisation. Ce qui est quand même super ironique quand tu sais qu'Unalaq, c'est un maître de l'eau, l'élément du changement. On pourrait croire que l'élément du changement est contre-effet de revenir en arrière, mais dans les faits, pensez-y bien. Unalaq ne dit jamais que le changement est une mauvaise chose. Il pense que le changement est pertinent, mais qu'il y a un bon changement et un mauvais changement. Il prône une évolution dans les mentalités qui met la reconnectivité au monde spirituel au sein des priorités de l'humanité. Ça a beau être un retour en arrière, ce n'est pas une régression, c'est le fait de réépouser d'anciennes valeurs qui n'auraient jamais dû partir.
comme une goutte d'eau dans l'océan qui passe par des millions de kilomètres de flotte avant de s'évaporer et de retomber sous la forme de la pluie, en constante évolution, mais n'ayant pas peur de faire un retour aux sources. Ici, le problème, c'est les mentalités de l'humanité, c'est pas Unalaq, et ça, il s'en est convaincu, et il a même des décennies de pratique pour le prouver. Il a su développer sa propre forme de maîtrise de l'eau, le fait d'utiliser son élément pour calmer un esprit en colère. Sa technique, comment est expliquée, c'est qu'elle s'inspire de la maîtrise de l'eau des guérisseurs du pôle sud et du pôle nord, une technique selon laquelle l'eau qu'on utilise pour guérir vient s'infuser d'énergie spirituelle et donc calmer le mal qui habite l'esprit, laissant derrière l'énergie négative pour la balancer avec de l'énergie positive. Et si vous vous rappelez correctement, c'est aussi relativement comme ça que les maîtres du feu sont capables de sentir l'imbalance en Korra. On voit ici que le feu a aussi une application dans le domaine médical, mais on voit plus l'imbalance du chi que les bobos physiques. Et c'est quand même incroyable que Unalaq soit capable de faire ça avec l'eau et non le feu. Et comme on parle de maîtrise du feu et d'énergie positive et négative, je tiens à vous rappeler la maîtrise de la foudre. Selon Aero, générer des éclairs requiert de pouvoir séparer l'énergie positive et négative en soi et de les recoller violemment pour que les éclairs en naissent. Même le fait de renvoyer un éclair selon Aero, tu renvoies pas forcément un éclair à proprement parler, mais tu en absorbes l'énergie, la rediriges dans ton corps pour la rediriger vers une autre direction. C'est une notion de maîtrise du feu, l'énergie, et Unalaq est parvenu à en tirer quelque chose de concret avec l'élément qui est diamétralement opposé, prouvant deux choses. De un, que cette connexion à la maîtrise de l'énergie, il en reste des bribes dans les maîtrises modernes, mais aussi qu'une reconnexion doit être possible, que l'énergie n'est pas perdue. Unalaq est parvenu à se reconnecter, mais il sait qu'à grande échelle, ça ne marchera jamais. Il sait que l'humanité ne peut revenir en arrière. Alors, en voyant la promesse d'un monde meilleur, selon sa philosophie, si la destruction permet la reconnexion, il est plus que facile de faire le choix de se salir les mains. Alors, Unalaq, une très bonne idée, mais une exécution pathétique. Je dirais même pas un méchant sous-coté, plutôt un méchant mal utilisé. Le fait étant que s'il avait eu la même construction qu'Ozai, c'est-à-dire qu'il avait été cette espèce de grand méchant qui règne sur plusieurs saisons et où chaque antagoniste n'est qu'une espèce de demi-boss avant d'arriver à lui qui est le combat final, il aurait pu devenir un des meilleurs méchants de l'histoire de l'animation. Mais malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé, principalement parce que la saison 2 et par extension Unalaq sont plus intéressés à être des éléments de transition vers tous les changements qu'il va y avoir dans l'univers dans la saison 3 qu'à raconter leur propre histoire. Mais bon, pour son alignement, donc Unalaq, c'est le succès à tout prix et il est prêt à utiliser des techniques comme la manipulation, le pouvoir politique et à s'emparer du pouvoir par tous les moyens. Je vais donc l'envoyer à Loyal Mauvais, soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour voir une autre analyse du mal sur un autre personnage de la légende de Korra. Dites-nous en commentaire de quel autre méchant on devrait parler avec le hashtag analyse du mal tout en minuscule. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche ainsi que laisser un like au passage et de vous abonner à notre Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.